Depuis 2010, nous écrivons sur la cause qui vous tient à cœur dans le magazine Afri Impact. Since 2010, we have been writing about the cause that is close to your heart in the magazine Afri Impact. Il y a 4 ans, nous vous célébrons pour la cause dans laquelle vous excellez avec le prix Afri Impact, la célébration des personnes influentes. 4 years ago, we are celebrating you for the cause in which you excel with the Afri Impact Magazine Awards, the celebration of influential people. Ça fait 2 ans, nous avons ajouté une voix et une image à votre cause à travers Afri Impact Radio et Télévision. It's been 2 years since we added a voice and an image to your cause through Afri Impact Radio and Television. Venez écouter les autres parler de leur cause. Découvrez la vôtre. Come listen to others talk about their cause. Discover yours. Abonnez-vous gratuitement à Afri Impact Magazine YouTube Channel TV. Subscribe for free to Afri Impact Magazine YouTube Channel TV. Partagez votre cause avec le monde. Ici, seulement, à Afri Impact Magazine. Share your cause with the world. Here at Afri Impact Magazine YouTube Channel. Afri Impact Magazine a le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Tchani El-Mouadi-Vita, candidat à l'élection présidentielle de 2018 et aujourd'hui une grande voix dans la communauté politique de la RDC. Professeur, votre proposition de loi a suscité beaucoup de troubles, de silence et aussi d'incompréhension dans la classe politique congolaise, aussi dans la population. Qu'en est-il réellement? Oui, effectivement. D'abord, je voudrais remercier Africa Impact Magazine de l'opportunité de présenter ce projet de loi à la population congolaise, surtout dans la diaspora. J'ai fait la proposition que la fonction de président de la République démocratique du Congo soit réservée exclusivement aux Congolais nés de mères et de pères congolais. La suite logique du verrouillage de l'accès à la présidence exige la même portée de la nationalité au dauphin constitutionnel du président de la République, c'est-à-dire le président du Sénat et par extension celui de l'Assemblée nationale. Cette proposition soulève un débat passionné parmi les Congolais. Beaucoup de nos compatriotes soutiennent ma proposition, mais comme il faut s'y attendre dans une démocratie, quelques compatriotes s'y opposent en avançant comme argument, d'une part, que la loi proposée serait discriminatoire. Pourquoi? Parce qu'elle écarterait une partie des Congolais et certains candidats potentiels aux élections de 2023. Et d'autre part, qu'il y a des sujets plus importants et plus urgents sur lesquels on devrait s'attarder, notamment la misère dans laquelle vit la population congolaise. Mais de prime abord, je renouvelle ma proposition du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC comme étant la vision globale du développement pour pacifier le pays, lutter contre les antivaleurs, promouvoir la bonne gouvernance, développer le capital humain, promouvoir l'autosuffisance alimentaire, industrialiser et diversifier l'économie nationale, créer des infrastructures de base, promouvoir un système financier moderne, restructurer la Banque centrale du Congo à une véritable autorité monétaire, reconfigurer l'ensemble du système financier et doter le pays d'une monnaie nationale crédible. La finalité du plan de développement dont j'ai fait la promotion est de développer la RDC et de créer des emplois et améliorer les standards de vie de la population tout entière. Ma proposition de verrouiller l'accès à la présidence de la RDC, elle est importante.
Pourquoi? Parce qu'elle porte sur un aspect crucial de la vie de notre pays, c'est-à-dire l'accession à la plus haute fonction du pays qui est la présidence de la République. Cette proposition ne porte pas sur les conditions d'acquisition de la nationalité congolaise ou même sur les modifications de ces conditions. Ma proposition ne changerait donc rien à la nationalité de ceux qui sont déjà des Congolais aujourd'hui. L'article 10 de la Constitution de la République est clair au sujet de la nationalité congolaise. Cet article dispose ce qui suit. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité étrangère. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Est considérée congolais d'origine toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo, à l'indépendance le 30 juin 1960. Il y a une loi organique qui détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. Et pour ce qui est de la nationalité congolaise elle-même, je propose que les révisions prochaines de la Constitution permettent aux Congolais ayant acquis des nationalités étrangères de recouvrer la nationalité congolaise d'origine que personne ne doit perdre. Pourquoi? On est né congolais, on vit congolais, on meurt congolais et on sera enterré congolais. Sur le territoire national, tout Congolais devra se soumettre aux lois congolaises sans aucune possibilité d'invoquer une quelconque protection ou immunité du fait de la détention d'une nationalité étrangère. Mais au vu de l'histoire récente de notre pays, il sera prudent d'exclure la double nationalité avec tous les pays voisins de la RDC, étant donné que certains d'entre eux ont eu des velléités d'occupation de notre pays. Ma proposition porte essentiellement sur les conditions d'accès à la fonction de président de la République, c'est-à-dire sur les critères qui doivent être remplis pour être candidat au poste de président de la République démocratique du Congo. Pour le moment, ces critères sont définis par l'article 72 de la Constitution qui stipule ce qui suit. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit pas les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. 2. Être âgé de 30 ans au moins. 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Et 4. Ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Il convient de souligner que ma proposition vient apporter une condition supplémentaire, un critère additionnel qui est de limiter l'accès à la présidence de la RDC aux Congolais nés de mères et de pères eux-mêmes congolais. Il est important de relever que ce critère additionnel vise à protéger l'intérêt national, la souveraineté nationale, la fonction suprême qui est celle de président de la République et à préserver la fierté d'être congolais, d'être dirigé par un président congolais à 100%. Dans beaucoup de pays comme les États-Unis d'Amérique, il y a des dispositions qui protègent l'intérêt national et qui empêchent n'importe qui d'accéder à la magistrature suprême. Par exemple, aux États-Unis toujours, n'importe quel Américain ne peut devenir président des États-Unis d'Amérique. Il faut être né aux États-Unis, sur le sol américain, comme ce fut le cas de Barack Obama, de Bill Clinton ou de John F. Kennedy. Par contre, l'ancien secrétaire d'État américain, Henry Kissinger, ou l'ancienne secrétaire d'État américaine, Madeleine Albright, ou aussi l'ancien gouverneur de l'État de Californie, Arnold Schwarzenegger, tout en étant tous les trois pleinement des Américains, ne pouvaient prétendre à la fonction de président des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce qu'ils ne remplissent pas un des critères fondamentaux pour être président de ce pays, celui d'être né sur le sol américain. Je tiens à préciser que ma proposition est impersonnelle. Elle n'est pas discriminatoire. Pourquoi? Parce que dans tous les pays du monde, il y a des critères d'éligibilité. Ces critères sont déterminés et discutés à l'avance et dès qu'ils sont adoptés par l'Assemblée nationale et promulgués par le chef de l'État, ces critères s'appliquent à tout le monde, sans distinction, sans exception et sans discrimination. C'est ainsi que dans la plupart des pays, il y a par exemple le critère de l'âge.
En France, par exemple, pour être candidat au poste de président de la République, il faut avoir au minimum 18 ans. Par contre, en RDC, on exige du candidat à la présidence de la République d'avoir 30 ans au moins. Est-ce qu'on peut dire dans ce cas qu'en RDC, il y a discrimination par rapport aux Congolais qui n'ont pas encore atteint l'âge de 30 ans? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'une fois que le critère a été adopté, ça s'applique à tout le monde sans distinction. Il convient de noter qu'en République démocratique du Congo, les conditions prévues par la Constitution sont complétées par des critères opérationnels prévus par la loi électorale numéro 17/013 du 24 décembre 2017, modifiant et complétant la loi électorale numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées à ce jour. C'est cette loi qui détermine, par exemple, le montant de la caution à déposer par chaque candidat aux élections présidentielles. J'invite tous nos compatriotes congolais à participer à ce débat d'idées de façon civilisée et patriotique, en respectant les autres, sans injure, pour contribuer à un climat de paix et d'élections apaisées dans notre pays. Si ma proposition est adoptée, la RDC ne prendrait plus de risques de donner la magistrature suprême à une personne dont le cœur, le sang, l'allégeance, la loyauté et les liens sont ailleurs à défaut du corps physique dans notre pays. En démocratie, c'est la majorité qui gouverne. Les Congolais nés de mères et de pères congolais sont les plus nombreux en RDC. Il est normal et logique qu'ils aient l'exclusivité de la présidence du pays pour des raisons de souveraineté et de fierté nationale. La RDC est la terre de mes parents, grands-parents et arrière-grands-parents du côté de mon père, mais également du côté de ma mère. Ma connexion et ma loyauté à la RDC sont très fortes, totales et inconditionnelles. J'invite tous mes compatriotes à défendre la souveraineté nationale, l'intégrité du territoire et la pérennité de notre pays. Je suis Dr Noël Tchad Mwadian Vita, président de la Force du Changement. Je vous remercie et je me mets à votre disposition pour répondre à des questions éventuelles. Merci beaucoup, docteur, pour cette précision. Mais vous avez proposé que ne peut être président de la RDC qu'un Congolais né de père et de mère congolais. Ce tweet proposition sur l'éligibilité à la présidence de la RDC fait parler de lui. D'où vous est venue cette idée? Qu'est-ce qui l'a vraiment motivé et quel en est l'objectif? Oui, la motivation, elle est la suivante. Vous savez tous que la République démocratique du Congo, notre pays, a été envahi par les armées des pays étrangers en 1996. Il y a eu les armées du Rwanda, du Burundi et aussi de l'Ouganda qui avaient envahi la RDC. Et le gouvernement de la RDC a dû faire appel aux troupes étrangères pour venir l'aider à combattre les envahisseurs. C'est ainsi qu'on a vu venir sur notre territoire national les armées de Zimbabwe, de la Namibie, de l'Angola, de la Zambie, de l'Afrique du Sud. Mais en plus de cela, il y a toutes les armées du monde qui sont venues dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies à travers ce qu'on a appelé la MONUC ou la MONUSCO. Il s'est fait que tous ces militaires étrangers qui sont venus sur notre territoire, en aidant les Congolais, ils se sont servis aussi à la caisse. Ils ont violé des femmes congolaises, des filles congolaises, mais il y a eu aussi des mariages légitimes. De ces couplages-là, il y a eu plusieurs enfants qui sont nés. On estime environ 5 millions d'enfants congolais nés dans ces conditions-là. Ces enfants, ils sont congolais de par la langue congolaise et ils ont droit à tous les privilèges réservés aux citoyens congolais. Ils peuvent tout faire dans notre pays. Ils peuvent travailler comme enseignants, comme médecins. Ils peuvent être des députés, devenir même des sénateurs, des députés nationaux, et ils peuvent même devenir des membres du gouvernement, des ministres ou même des premiers ministres. Ce que je suis en train de proposer, c'est que pour éviter qu'on puisse arriver à avoir au sommet de l'État des gens qui auraient des loyautés partagées entre la RDC et un autre pays étranger qui serait le pays donc, du père ou de la mère du président de la République,
Dans ces conditions-là, il faudrait qu'on puisse verrouiller l'accès à la présidence de la République pour que ceux qui peuvent y arriver ne peuvent être que des Congolais nés de père et de mère congolais. Cela n'enlève en rien les droits et privilèges de tous les autres Congolais qui ne sont pas de père ou de mère congolais. Ils sont tous Congolais et sont nos compatriotes à part entière. Ils peuvent tout faire comme cela s'est fait aux États-Unis d'Amérique. Ils peuvent occuper tous les postes, sauf un seul poste, celui de président de la République, pour des raisons de loyauté totale au pays et de souveraineté nationale. Voici la quintessence donc de la proposition que j'ai faite et je la propose maintenant. Pourquoi? Parce que nous sommes pendant une session parlementaire dédiée aux réformes institutionnelles. Les réformes institutionnelles vont toucher à la loi électorale, à la CENI, mais aussi à la Constitution. Il y a d'autres parties prenantes qui ont déjà fait des propositions de modification de la loi électorale, de la CENI ou bien de la Constitution. J'ai fait allusion ici à la feuille de route proposée par la CENCO, les catholiques. Mais il y a eu aussi mon ami Martin Fayoul qui a proposé que la CENI soit organisée de façon telle que la présidence soit assumée de façon tournante tous les 3 mois. C'est dans ce cadre-là que je suis en train aussi donc de faire des propositions pour que toutes ces propositions soient mises sur la table, discutées au niveau de l'Assemblée nationale et qu'on fasse des modifications à la loi électorale, à la CENI, mais également à la Constitution une fois pour toutes. Mais docteur, les États-Unis, le pays où vous avez fondé famille et qui vous a vu évoluer professionnellement, a eu à sa tête Barack Obama, un président né d'un père kényan et d'une mère américaine. Ceci n'a-t-il pas suffi pour décourager la conception de votre tweet proposition? Non, pas du tout. En fait, Barack Obama n'est pas différent d'un autre noir américain qu'on connaît là-bas. Sauf que nous connaissons que son père est venu donc d'Afrique. Mais Barack Obama est américain à part entière. Il est né d'après la loi américaine sur le sol américain. Il est donc américain à 100%. Il est juste d'origine africaine comme Jesse Jackson est aussi d'origine africaine, mais tout en étant donc américain à part entière. Il faudrait aussi savoir qu'il y a une différence entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Les États-Unis d'Amérique, c'est un pays d'immigrés. Tout le monde est venu de quelque part. Les Barack Obama, leurs parents sont venus d'Afrique. Il y a eu les Kissinger, dont les parents sont venus d'Allemagne ou d'Israël. Il y a des gens qui sont venus d'Asie, d'Irlande, d'Angleterre. C'est un pays d'immigrés. Ils ont réalisé que, étant donné que tout le monde est venu de quelque part, est considéré comme américain à part entière, c'est lui qui est né sur le sol américain. C'est comme ça que Barack Obama, Bill Clinton ou Hillary Clinton ou Donald Trump, tous ils tombent dans la même catégorie des Américains à part entière éligibles à tout, y inclut la présence de la République. Mais les mêmes États-Unis d'Amérique ont aussi réalisé le même risque que j'essaie d'éviter à mon pays, en disant des gens comme les Henry Kissinger, comme Madeleine Albright ou bien Arnold Schwarzenegger, qui sont venus de l'extérieur et qui ont opté pour la nationalité américaine ou bien sont des citoyens américains naturalisés. Ils ont droit à tout, ils peuvent tout faire, occuper tous les postes, y inclut gouverneur de la Californie ou secrétaire d'État ou d'autres postes, sauf ils ne sont pas autorisés à occuper la présidence de la République pour des raisons de loyauté. On ne veut pas avoir à ce niveau-là des gens qui ont des loyautés partagées entre les États-Unis et un autre pays extérieur. C'est le même principe que je voudrais proposer donc à mon pays aussi. La presse pro-Katumbi parle des officines qui travailleraient sous l'égide du président Félix Tshisekedi à écarter leur candidat de la course à la présidentielle de 2023. Travailleriez-vous en ce sens et Katumbi fait-il vraiment peur? Moi, je trouve que c'est très bizarre que ce groupe-là puisse réfléchir de la sorte. Vous savez, on ne peut pas concevoir une loi à cause d'un individu ou pour un individu ou contre un individu. Ce que je propose là, ça s'applique, je parle donc de 5 millions de personnes qui seraient nées, qui sont dans cette situation-là. Pensez-vous qu'on doit faire une exception à cause d'un individu ou bien on doit faire une loi pour un individu? Ça ne me vient même pas à l'esprit de penser donc à lui. Je vois l'intérêt supérieur de mon pays, je vois le risque d'infiltration à la présidence de la République en ayant quelqu'un qui n'aurait pas de loyauté totale à l'égard de la RDC. C'est ça qui me préoccupe. Je voudrais défendre la souveraineté nationale, l'intégrité du territoire, mais surtout promouvoir le bien commun
qui est la République démocratique du Congo, qui appartient à nous tous Congolais. On ne doit pas sacrifier ce bien-là à cause donc des intérêts d'un seul individu. Alors, j'ai vu une vidéo qui circule tout à l'heure, qui va être diffusée à la télévision Canal King, tout à l'heure à 22h, où M. Katumbi parle lui-même de ses origines. Il dit que son père est grec. Je n'ai pas retenu toute l'histoire, mais son père est grec, qu'il serait mort, enterré donc en Israël. Bon, tout ça, ça soulève des questions de la loyauté totale à l'égard du pays. C'est ça que les Américains ont voulu éviter en empêchant aux gens comme Kissinger, Arnold Schwarzenegger et Madeleine Albright à se présenter aux élections présidentielles. Pourquoi est-ce que la RDC prendrait ce risque-là? Je voudrais aussi souligner un cas particulier. Imaginez qu'à la présidence de la République, un individu qui est né de père rwandais et de mère congolaise, cet individu devient président de la République démocratique du Congo. Et il y a toujours des conflits entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ce président de la République, s'il faut en venir à la guerre, je ne le souhaite pas, mais s'il faut en venir à la guerre, bombarder donc le pays voisin qui serait moqué donc de la République démocratique du Congo. Ce président qui serait 50% rwandais, 50% congolais, pensez-vous qu'il aurait donc le courage d'actionner les actions militaires contre le Rwanda, le pays de son père? Il ne le ferait pas. C'est pour éviter cela que nous voulons que le président de la République démocratique du Congo soit 100% congolais, loyal 100% à la République démocratique du Congo. Et c'est ça le principe qui guide la conception de cette proposition donc, de loi. Mais pourquoi alors cette proposition fait-elle des joyeux, hein, on en voit, mais fait des déçus avec le parti Ensemble de Katumbi, mais aussi a imposé un silence sur la MOCA de Martin Fayulu. Pourquoi est-ce le cas, pensez-vous? Bon, moi, je pense que nous venons en politique pour des raisons différentes. Moi, je suis venu, vous savez, vous me connaissez très bien, j'ai occupé des fonctions très importantes à la Banque mondiale à Washington, D.C., où j'ai passé plus de 30 ans, après avoir passé 10 années dans les banques d'investissement commerciales donc à New York. J'ai gagné très bien ma vie avec cette fonction-là. Mais j'ai quitté tout ça parce que je voudrais être utile à mon pays, développer mon pays au profit de tout le peuple congolais. Quand je viens ici, je mets l'intérêt du peuple congolais en avant même mes propres intérêts. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui veulent mettre leurs intérêts à eux devant. Quand on conçoit des lois, ils voient que ces lois-là, ils veulent que ces lois soient taillées sur mesure pour eux. Mais dès qu'on fait quelque chose qui ne pourrait pas être dans le sens de ce qu'ils souhaitent, ben, ils s'en prennent à la personne qui conçoit même, qui donne même l'idée. C'est ainsi que vous avez vu dans les médias, j'ai été attaqué sérieusement par le groupe donc, de M. Katumbi. Les Olivier Kamitatou, bon, je ne peux pas citer donc tous ce mec, tous ces gens-là, ils se sont attaqués à moi, ils ont payé des journalistes pour m'insulter sur la place publique de façon tout à fait inadmissible. Dans une société démocratique, moi, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que je propose un projet de loi qui va concerner 105 millions de Congolais que nous sommes? Tout le monde applaudit, mais il n'y a qu'un petit groupe de personnes qui semblent pouvoir s'attaquer à moi. Ils ont quelque chose donc à se reprocher. Ce n'est pas mon problème. Nous nous occupons donc de l'intérêt général. Si la loi n'est pas dans le sens donc des intérêts privés, c'est leur problème. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils cacheraient personnellement? Je ne connais pas. Je ne peux pas entrer dans les spéculations. Tout ce que moi je dis, c'est que peut-être la loi dans ce cas-là affecte des gens qui ne sont pas totalement congolais et qui n'ont pas de loyauté totale à la RDC et qui ne souhaitent pas que la RDC retrouve ce leadership fort au sommet de l'État, capable de défendre les intérêts du peuple congolais à 100% en toute loyauté. Je pense que ce doit être ça, parce que je ne vois pas un seul Congolais qui se fâcherait parce qu'on dit que le Congo doit être géré par un leadership congolais très fort, très loyal donc au pays. Peut-être qu'eux, ils ont donc des loyautés partagées entre la RDC et d'autres pays. Moi, je veux que mon pays soit géré à 100% par des gens qui ont des loyautés totalement à l'égard donc de la RDC, pas de loyauté partagée à ce niveau-là, pas d'infiltration au sommet de l'État. Au-delà de la présidence, votre souci s'étendrait-il à l'armée quand on se rappelle qu'en 1997, Laurent Désiré Kabila a nommé James Kabarebe, un sujet rwandais, général des forces armées congolaises? Au-delà de la présidence, je voudrais dire que toutes les fonctions
qui pourrait mener à la présidence de la République soit verrouillé. Vous savez qu'en cas de vacances de pouvoir au niveau de la présidence de la République, c'est le président du Sénat qui assume l'intérim jusqu'à l'organisation des élections. Il faut verrouiller aussi ce poste-là pour qu'il soit réservé aux Congolais, pour qu'à tout moment, on ait un Congolais président du Sénat, mais également président de la République. Et par extension, je pense que le président de l'Assemblée nationale devrait se trouver dans la même situation. Maintenant, au-delà de cette loi, il faudrait en tant que pays qu'on évite l'infiltration dans des institutions de la République, notamment l'armée, la police, les services de sécurité. Nous avons été infiltrés, tout le monde le sait, jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça que la guerre à l'est de la République n'en finit pas du tout. Vous avez des généraux avec qui vous prenez des décisions pendant la journée et la nuit, ils sont de l'autre côté. Ils font tuer donc nos compatriotes, nos militaires congolais. Donc, il faudrait qu'on puisse aussi purifier l'armée, purifier les services de sécurité, purifier la police. J'ai parlé avec une amie chinoise aujourd'hui qui m'a appris quelque chose de très intéressant. Il m'a dit que chez eux, en Chine, non seulement que la présidence de la République ou tous les hauts postes de l'administration publique doivent être occupés par des Chinois, 100% chinois, mais au-delà de cela, il m'a dit des métissages ne sont même pas autorisés dans l'administration publique parce que ce sont des positions sensibles qui touchent à la souveraineté du pays. Je ne voudrais pas aller si loin dans notre pays, mais je demande simplement qu'au niveau de la haute hiérarchie du pays, président de la République, président du Sénat, éventuellement président de l'Assemblée nationale, ces postes-là soient exclusivement réservés aux nationaux 100% congolais de père et de mère et qu'on puisse regarder donc les autres services, l'armée surtout, la sécurité, mais aussi la police pour pouvoir purifier, pour s'assurer que nous avons des gens qui sont loyaux à la République démocratique du Congo, mais qui n'ont pas de loyauté partagée par rapport aux pays étrangers, y inclus des pays qui nous ont envahis dans un passé récent. Mais parce que vous évoquez l'Est de la RDC, quand on apprend aujourd'hui que les Congolais sont eux-mêmes les sponsors et producteurs de la guerre de l'Est, votre proposition sur 100% congolais ne perd-elle pas sa crédibilité devant les intérêts personnels? D'abord, la première des choses à savoir, si ces gens-là qui sont des propriétaires des milices à l'Est de la République, sont-ils 100% congolais? Ma proposition a même du sens à cause de ça. Je n'ai jamais vu un pays où on a des députés nationaux, des ministres dans le gouvernement central, mais également des gouverneurs des provinces ou même des sénateurs qui sont propriétaires des milices qui tuent la population civile. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso, a dénoncé cela. Il y avait une farde jaune dans laquelle il disait qu'il avait la liste des gens dans cette salle-là, dans l'hémicycle, qui entretenait donc des milices à l'est de la République. Je voudrais le féliciter donc d'avoir fait cette déclaration, mais je voudrais l'encourager donc d'aller très loin. Nous devons être responsables en tant que Congolais, montrer que nous sommes sérieux pour la recherche donc de la paix de façon permanente. Je lui demande d'accorder à ces gens-là, à ces récalcitrants au niveau de l'Assemblée nationale qui entretiennent des milices, de leur accorder 2 semaines pour se désengager donc de ces milices et déposer les armes immédiatement et rester par conséquent dans l'Assemblée nationale. Mais s'ils ne le font pas donc dans les 2 semaines qui viennent, je voudrais lui demander de pouvoir publier les noms de tous ces gens-là, que la population puisse les connaître et en plus de cela, qu'on puisse les forcer à quitter l'Assemblée nationale parce qu'on ne peut pas avoir un pied dedans, un pied dehors et surtout que les milices causent donc beaucoup de peine, beaucoup de désolation de la population congolaise à l'est de la République. Qu'on puisse élargir cette réflexion-là aussi aux membres du gouvernement, aux membres du Sénat et tous ceux qui sont associés avec des milices, qu'on les traduise devant la justice pour que le peuple congolais donc sache qui sont ces bourreaux et qu'on puisse les punir de façon exemplaire pour que cette expérience-là ne puisse pas se répéter éternellement. La Cour constitutionnelle devrait-elle aussi être revisitée pour qu'une justice infiltrée ne soit pas une épine dans le pied de la paix congolaise? Ne pensez-vous pas? La Cour constitutionnelle, je ne suis pas au courant de l'infiltration au niveau de la Cour constitutionnelle, mais le raisonnement que je mène pour la purification des institutions doit s'appliquer à tout le monde. Si on identifie qu'il y a des gens au niveau de la Cour constitutionnelle qui maintiendraient des milices ou qui ne seraient pas loyaux 100% à l'égard de la RDC, je pense qu'il faudrait donc leur appliquer le même principe
pour que nous ayons un pays où les hauts responsables sont totalement au service donc de la population congolaise, mais également dédiés à la cause nationale. Il y a un autre sujet, l'actualité, en fait, une guerre de positionnement se déclare dans l'exercice de la politique entre les Congolais de la diaspora et ceux restés au pays. Ils se disent avoir combattu au front pendant que la diaspora faisait le scramblon. Une vision que la diaspora n'accepte pas. Quelle est votre lecture sur la conception de ceux qui pensent que le président de la République, Félix Tshisekedi, privilégierait la diaspora d'où il sort lui-même? Oui, j'ai entendu ces allégations-là et franchement, elles sont déplorables. Pourquoi? Parce que je considère que la population congolaise est une et indivisible. Nous sommes 105 millions d'habitants, comme je le dis. Sur les 105 millions d'habitants, on a environ 10% de la population de la diaspora. Il y a une raison pour laquelle ces compatriotes se trouvent dans la diaspora. Certains sont allés là-bas pour étudier, d'autres pour travailler, acquérir de l'expérience. Mais en travaillant à l'extérieur, ils gagnent de l'argent qu'ils envoient ici au Congo pour financer leur famille, les besoins de subsistance, mais également pour financer des petits projets de développement. Donc, la diaspora a une valeur ajoutée. En plus de cela, dire que ceux qui sont de l'intérieur, ce sont eux simplement qui se sont battus pour arriver à réaliser l'alternance au sommet de l'État. Ce n'est pas vrai. Bien au contraire, ils ont été étouffés. Il y a eu beaucoup de gens de la diaspora qui ont marché. Nous avons tous marché devant la Maison-Blanche, devant le département d'État pour réclamer que soit des gens à l'intérieur du pays, qu'on puisse leur donner des libertés, mais également, en plus de cela, qu'il y ait des élections qui se tiennent dans les délais donc raisonnables. Moi, je me rappelle du temps que j'étais à Washington et que le jour, par exemple, je vais donner 2 ou 3 exemples. Le jour où j'ai appris que Martin Fayulu avait été victimisé, j'ai dû intervenir au niveau non seulement de l'ambassade américaine et l'ambassadeur à l'époque, c'était Jim Schwan. J'ai dû l'appeler pour dire Martin Fayulu, c'est un député national. On ne peut pas le traiter n'importe comment. Il jouit de l'immunité parlementaire, on ne peut pas l'arrêter. Est-ce que vous pouvez nous aider pour pouvoir obtenir sa libération? L'ambassadeur américain est allé voir Martin Fayulu, a fait quelques coups de fil. Avant la fin de la journée, il m'a dit on l'a libéré. C'est une intervention qui venait de Washington. J'ai dû intervenir au moment où on avait arrêté Jean-Claude Louyambo. Et je suis intervenu plusieurs fois au niveau de la Maison-Blanche, au niveau du département d'État. Mais ces choses-là, on les fait sans pouvoir faire beaucoup de bruit. Chacun de nous est bon à quelque chose. Il y en a qui sont bons pour être dans la rue, en train donc de taper les tam-tams, faire beaucoup de bruit. Il y en a qui savent utiliser le téléphone, appeler des personnes appropriées pour obtenir des résultats qu'il faut. Moi, je dirais, mes chers compatriotes, Congolais de l'intérieur et Congolais de la diaspora, nous sommes tous les mêmes. Nous devons travailler ensemble. L'avantage d'avoir la diaspora et d'avoir les Congolais de l'intérieur, c'est que chacun apporte quelque chose donc à la table. Les gens de l'intérieur connaissent des réalités que les gens de la diaspora ne connaissent pas. Mais les gens de la diaspora ont été exposés à des expériences qui sont différentes donc de celles que nous connaissons dans nos sociétés traditionnelles. Donc, si on a un poste où on veut recruter quelqu'un, je veux qu'on puisse considérer les Congolais de l'intérieur et les Congolais de la diaspora. Mais dire que le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de privilégier simplement les éléments de la diaspora, je pense que ce n'est pas juste. Je voudrais qu'on ait la paix entre la diaspora et les Congolais de l'intérieur et qu'on sélectionne toujours la meilleure personne qui peut apporter donc de la valeur au fonctionnement donc de nos institutions et de notre pays. Aujourd'hui, il y a une autre guerre qui se déclare au sein de la MOCA. Jean-Pierre Bemba a félicité Moïse Katumbi et en même temps, on voit Martin Fayulu qui félicite Adolfo Mozito. Donc, on sent qu'il y a une guerre qui se déclare à ce niveau-là. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à propos? Oui, franchement, je suis sidéré de voir cela arriver. Je sais que le groupe Lamoka, ce n'est pas mon groupe, it's not my cup of tea. Et j'ai, moi, la force du changement. Et dans la force du changement, il y a de l'ordre, de la discipline. On connaît la hiérarchie et chacun sait exactement ce qu'il doit faire. Mais quand on fait des regroupements de ce genre-là, étant donné que peut-être que la vision qu'ils ont, ce n'était pas la vision de développement du pays ou l'intérêt général, mais il y a beaucoup plus d'intérêts privés. On a mis des gens qui avaient des visions différentes, on les a mis ensemble. Ils ne semblent plus voir les choses de la même façon. Je déplore la qualité de la politique congolaise. J'aurais souhaité qu'il soit ordonné pour parler donc d'une même voix, parce que vous ne pouvez pas faire l'opposition
si vous avez des gens qui sont dans l'opposition, mais d'autres qui sont aussi donc dans le gouvernement. Et je crois que le fait d'avoir Martin Fayulu était le président ou le coordonnateur de la MOUCA. Et quand il avait convoqué les dernières réunions de la MOUCA, les deux autres ne sont pas venus. Jean-Pierre Bemba et M. Katumbi ne sont pas venus. Bien au contraire, Martin Fayulu a refusé de participer aux réunions de l'Union sacrée et Katumbi et Bemba sont allés aux réunions de l'Union sacrée. À partir de ce moment-là, ils n'ont pas la même vision. Je ne sais pas pourquoi ils se disputent donc la coordination de la MOUCA qui n'existe plus que de nom. Moi, je pense, je leur donnerai donc le conseil suivant. Si vous ne pouvez plus travailler ensemble, épargnez-nous de pouvoir nous embarrasser non seulement sur le plan national, mais sur le plan international. Séparez-vous. Ceux qui veulent rester donc en dehors, former donc leur propre groupe, la MOUCA, je ne sais pas, la MOUCA en dehors de l'Union sacrée, qui engloberait donc Martin Fayulu et Muzito. Continuez votre chemin en dehors donc de deux autres. Et M. Bemba, M. Katumbi, ayez le courage donc de dire que vous avez quitté la MOUCA, vous adhérez à l'Union sacrée et vous restez donc avec nous. Vous êtes les bienvenus. Mais continuez donc à vous faire ces guerres-là. Je ne pense pas que ce soit donc constructif. Docteur, qu'est-ce que vous faites pour que votre proposition ne reste pas juste un bruit de médias, mais plutôt une démarche qui doit aboutir? Je vous assure que ce n'est pas un bruit de médias. L'intérêt qu'il y a ici dans la population congolaise à l'égard de ma proposition de loi est total. Le soutien est total. Ce que nous allons faire, c'est que la semaine prochaine ou dans les 2 prochaines semaines, on va rencontrer le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat pour le sensibiliser. Mais aussi, j'ai déjà commencé quelques consultations avec quelques députés individuellement pour leur proposer donc le bien fondé de la démarche. Et on espère pouvoir mobiliser quelques députés. J'en connais déjà à peu près 5 qui sont prêts à sponsoriser ce projet de loi. Donc, je peux vous garantir aujourd'hui qu'il y aura un projet de loi présenté au niveau de l'Assemblée nationale avec ce que je suis en train donc de promouvoir ici. Mais aussi, nous continuons à sensibiliser la population congolaise parce qu'il faut qu'il y ait un soutien total à ce que nous proposons pour que la loi puisse avoir la chance de réussir. C'est dans ce cadre-là que je passe chaque jour des interviews dans des chaînes de télévision différentes. Et le lundi prochain, je vais participer à une émission en tant qu'invité spécial de Radio Okapi dans une émission qu'on appelle La parole aux auditeurs. Et les Congolais de toutes les parties de la République auront l'occasion de poser des questions et j'aurai l'occasion donc de répondre. Donc, après cette sensibilisation, la prochaine étape va être donc d'aller au Parlement et rencontrer des parlementaires qui peuvent prendre le dessus et devenir donc des sponsors de ce projet de loi, élaborer la loi en bonne et due forme et la présenter donc au niveau de l'Assemblée. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Messieurs et dames, c'était le docteur Noël Tiani Mwadin-Vita. C'est à moi de vous remercier et je dis tout le monde, bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde de la diaspora. Venez à Kinshasa, venez nous rendre visite, comme ça nous pourrons travailler ensemble. Mais je voudrais, avant qu'on puisse se séparer, dire à tout le monde que nous avons un regroupement politique qui a besoin donc de nouvelles idées, de nouveaux adhérents. Ce regroupement politique s'appelle la Force du Changement que je préside. Si vous voulez entrer en contact avec nous, nous avons une adresse YouTube, Force du Changement en un seul mot. Vous pouvez liker ou aimer donc, notre chaîne et vous allez avoir accès à toutes les informations que nous publions régulièrement. Mais aussi, vous pouvez envoyer donc un message WhatsApp au numéro suivant, plus 243 81 50 99 337. Vous dites simplement votre nom, votre numéro de téléphone et vous mentionnez aussi que vous voulez adhérer à la Force du Changement. Vous deviendrez automatiquement membre de notre regroupement politique. Vous deviendrez donc ce que nous appelons ici agent du changement. Je vous remercie. Depuis 2010, nous écrivons sur la cause qui vous tient à cœur dans le magazine Afrian. Since 2010, we have been writing about the cause that is close to your heart in the magazine Afrian Pact. Il y a 4 ans, nous vous célébrons pour la cause dans laquelle vous excellez avec le prix Afrian Pact, la célébration des personnes influentes. 4 years ago, we are celebrating you for the cause in which you excel with the Afrian Pact magazine
Awards, the celebration of influential people. Ça fait 2 ans, nous avons ajouté une voix et une image à votre cause à travers AfriImpact Radio et Télévision. It's been 2 years since we added a voice and an image to your cause through AfriImpact Radio and Television. Venez écouter les autres parler de leur cause. Découvrez la vôtre. Come listen to others talk about their cause. Discover yours. Abonnez-vous gratuitement à AfriImpact Magazine YouTube Channel TV. Subscribe for free to AfriImpact Magazine YouTube Channel TV. Partagez votre cause avec le monde. Ici, seulement, à AfriImpact Magazine. Share your cause with the world. Here at AfriImpact Magazine YouTube channel.